Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée en grande partie aux élections sénatoriales. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Évidemment, nous allons revenir sur cette élection dans la deuxième partie de votre journal avec notre consultant Eddy Marajo et plusieurs invités qui répondront à nos questions. Mais d'abord, nous commençons avec les titres de cette édition. Oui, les titres de cette édition avec le second tour qui est toujours en cours. 7 candidats sont en lice. Le scrutin a pris du retard. La journée de vote a été émaillée de plusieurs couacs. Nous serons en direct dès le début de ce journal depuis la préfecture où s'opèrent les opérations de vote. Un fleuron de la marine française au chevet de Saint-Martin, le Tonnerre, deuxième plus gros bâtiment après le porte-avions Charles de Gaulle. Il a posé l'ancre dans les eaux saint-martinoises avec des tonnes de matériel. Opération de la gendarmerie ce week-end à Grand'Anse. Les plaisanciers ont été contrôlés pour vérifier le respect du code maritime. 14 jours après le drame qui a coûté la vie à un vacancier mortellement touché par une hélice de bateau. Et puis du basket, nous reviendrons sur le tour préliminaire de la Coupe de France avec notamment une victoire du SC Lamantinois 82-60 face au bébé Saint-Maritain. Et pour commencer tout de suite, les résultats du premier tour qui place Catherine Conconne en première place avec 400 voix. Et elle a manqué de peu la qualification dès le premier tour puisqu'il lui fallait avoir au moins 402 voix. En deuxième position, Maurice Santiste avec 319 voix. Troisième position, Yvon Paquit, 197 voix. Quatrième position, Belfort Birota avec 149 voix. Cinquième position, Georges Cléon avec 109 voix. Sixième, Marius Narciso, 89 voix. Septième, Edith Velayoudon avec 77 voix. Huitième, Athanasiane Rose, 77 voix. Neuvième, Maurice Bonté, 52 voix. Et dixième, Éric Valère avec 38 voix. Et onzième, Joseph Virassamy avec 15 voix. Oui, Sabrina, ils étaient 11. Ils ne sont donc plus que 7 en lice pour ce second tour d'élection sénatoriale. Maurice Santiste, Catherine Conconne, Maurice Bonté, Yvon Paquit, Belfort Birota, Edith Velayoudon et Éric Valère. Nous y reviendrons évidemment, je vous le disais, dans le cours de ce journal qui sera largement consacré à ces élections sénatoriales. Et dans le reste de l'actualité, direction Saint-Martin où un fleuron de la marine française est arrivé pour aider les sinistrés. Oui, le Tonnerre, navire de commandement et de projection. Après le porte-avions Charles de Gaulle, c'est tout simplement le plus gros bâtiment de la flotte française. Il mouille en ce moment dans les eaux saint-martinoises avec des tonnes de matériel. Le reportage de Kathleen Villas-Copette et de Michel François. Dans les eaux turquoises de Friars Bay, le géant naval ne passe pas inaperçu. Mais c'est à l'intérieur qu'on prend toute la mesure du bâtiment. À bord du Tonnerre, en plus des 200 membres d'équipage, 350 militaires ont embarqué, ainsi que 1200 tonnes de matériel. Des tractopelles, des engins de levage, des bulldozers. Nous avons également des compétences de reconstruction avec tout corps de métier du régiment du génie. Également des plongeurs, des mineurs qui vont pouvoir mener des travaux de sous-marins, de génie sous-marin. Nous avons également des hydrographes pour pouvoir effectuer des levées de fonds sur les différents sites portuaires et les marinas. Mettez-vous sur la partie droite là. Entamé samedi à la mi-journée, le déchargement devrait durer 2 jours. Des engins amphibies effectuent des allers-retours vers la plage la plus proche. Des manœuvres délicates, mais bien rodées. On débarque essentiellement des engins du génie dans un premier temps pour apporter de l'aide au déblaiement et à la reconstruction de l'île. Et dans un deuxième temps, on apportera du matériel un peu plus sophistiqué, un peu plus technique qui permet de mettre en œuvre différents travaux tels que de la menuiserie, de la plomberie, l'électricité et apporter également pas mal de fret, de vrac, que ce soit des tentes, des tables, des chaises pour les militaires qui sont présents sur place et qui soutiennent cette opération. Tout est millimétré, tout est chronométré, tout est planifié en amont. Il n'y a pas de place à l'imprévu parce que vous le verrez, vous l'avez vu, il y a un balai d'hélicoptères permanent, il y a un balai d'embarcation permanent. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'imprévu et on fait en sorte de s'attacher à respecter tout ce qui a été planifié au préalable. Depuis le rivage, les habitants suivent les opérations et pour eux, ce renfort de moyens est synonyme de renouveau. On a l'impression d'être tellement démunis de tout que quand on voit ça, on se dit que c'est pour donner un nouvel essor à l'île et je pense que c'est du positif
parce qu'on a tellement besoin de tout que pour nous c'est de l'espoir de dire cette île va revivre et ne va pas mourir, parce que c'est un peu la peur qu'on a quand on voit dans l'état qu'elle est et quand on l'a connue si magnifique, comme on dit, carte postale, quoi, vraiment. C'est juste une autre motivation pour nous, parce que tout le monde a cru qu'on était déjà mort et inexistant, mais par rapport à la force et la détermination, on est toujours là et on va toujours se battre jusqu'au bout. Une fois à terre, les contingents débarqués par le tonnerre vont se déployer aux 4 coins de l'île. Ils prêteront main forte aux 1000 militaires déjà présents à Saint-Martin pour assurer la sécurité et la reconstruction. Et on revient au sénatorial. On va rejoindre Alizé Lutran qui est en direct de la préfecture. Alors Alizé, que se passe-t-il autour de vous ? Eh bien écoutez, oui, ici les choses évoluent, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation. Les grands électeurs étaient appelés à revenir voter à 16h30. Ici, les bureaux de vote sont clos depuis 18h30, depuis une grosse demi-heure. Le dépouillement est en cours, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu derrière moi. Certains grands électeurs sont encore là, ils veillent au grain. C'est sans rappeler évidemment les cafouillages de cet après-midi. Je vous rappelle, donc vous l'avez vu, qu'un membre du bureau de vote est parti avec les clés de l'urne qui contenait le procès-verbal. Il avait donc fallu tout recompter tous les bulletins de vote. Le second tour, je vous le disais, est quand même beaucoup plus calme et tout se fait dans les règles. Je vous rappelle également que c'est un magistrat du TGI qui s'occupe ici de l'organisation et non la préfecture. Alors pour l'heure, on n'a pas encore de tendance, je n'ai pas vraiment de tendance à vous donner. On espère néanmoins qu'on aura les résultats définitifs d'ici 1 heure. Et puis bien évidemment, je reviens vers vous dès qu'on a un petit peu plus de nouveau. Très bien, merci à vous Alizé et on va vous retrouver en deuxième partie de cette édition spéciale consacrée au sénatorial. Et pour l'heure, on retourne à Saint-Martin pour cette bonne nouvelle pour les habitants de l'île. Les vols commerciaux ont repris à l'aéroport de Grand Cayes. Ils avaient été interrompus pendant plus de 3 semaines suite au passage de l'ouragan Irma. Seuls les vols militaires ou affrétés par l'État pouvaient décoller. Hier, Michelet François a pu recueillir quelques réactions de passagers. Écoutez. Depuis le 12 août, je suis sous la métropole. Là, je rentre quand j'ai laissé 2 petits en bas âge avec mes parents. Il faut que je rentre pour m'occuper d'eux. Après le cyclone Irma, je suis resté 9 jours ici. Je me suis fait rapatrier par la Croix-Rouge en Guadeloupe, parce que je travaille en Guadeloupe. Et là, je reviens pour m'occuper de mes affaires. Je rentre chez moi, voir si la maison n'a pas été volée, pillée, sécurisée. Et nous poursuivons, nous vous l'annoncions vendredi, l'arrêté ministériel de reconnaissance de catastrophe naturelle après le passage de l'ouragan Maria en Martinique a été publié ce dimanche 24 septembre. Voici la liste des communes concernées. Alors vous allez retrouver cette liste dans un instant. Elles sont 12 pour les dégâts dus aux vagues. Les villes touchées par les inondations et les coulées de boue vont s'afficher dans un instant. En attendant, on poursuit. D'accord. Donc, en attendant, on poursuit avec Jean-Marc Dabreux avec cet appel à l'aide lancé par les sauveteurs en mer en Martinique. Oui, Sabrina, ils ont été très sollicités ces derniers temps suite au passage de l'ouragan Irma. Aujourd'hui, ils lancent un appel aux dons afin de pérenniser leurs activités bénévoles. Il leur faut 10 000 € pour continuer leur mission de sauvetage et de secours en mer. Les précisions de Sandrine Claude. Les sauveteurs en mer de Martinique, près de 70 bénévoles qui viennent en aide au quotidien à des baigneurs ou bateaux de plaisance en détresse. Mais depuis quelques mois, l'association doit faire face à d'importantes difficultés financières et pour cause. Les sauveteurs en mer ont cette particularité en France, c'est que ce sont des bénévoles, c'est une association et ils fonctionnent avec des dons. Alors sur la Martinique, effectivement, les sauveteurs en mer sont un petit peu en souffrance. Manque de dons, donc ils se débrouillent, on est toujours actifs, ils se débrouillent avec les moyens du bord. Entre l'entretien des bateaux, l'acquisition de matériel et la formation des équipiers, les dépenses sont lourdes, une facture d'autant plus salée lorsque les sauveteurs doivent porter secours au-delà de nos côtes. La délégation Martinique a été mandatée pour pouvoir
embarqué avec la 258 du matériel et de la nourriture pour Saint-Martin. Donc on a prévu un équipage sur la vedette du pôle Atlantique. Nous sommes partis là-bas. Vous imaginez bien que 10 jours en mer, plus ensuite travailler là-bas pour désenchouer, pour tirer des bateaux, etc. La vedette a souffert, il y a eu de la casse, il y a eu des petites choses qui... Voilà, donc ça demande tous ces frais-là qu'il faut entretenir et qu'il faut payer. Des problèmes de trésorerie particulièrement mal vécus par les membres d'équipage. Une personne en détresse, il serait dommage quand même de ne pas pouvoir intervenir parce qu'on a des problèmes financiers. Donc on s'engage et le premier engagement commence par les bénévoles. Et ensuite, les dons, effectivement, que chaque personne peut faire. Aujourd'hui, l'association en appelle à la générosité des Martiniquais. Et malgré les aléas, la motivation n'est pas ébranlée. D'ici novembre, la SNSM espère concrétiser son projet Les Cadets de la Mer, une formation de sauvetage pour les 16-18 ans qui devrait permettre de renflouer les effectifs. L'inquiétude de la famille de Michael Norante, porté disparu depuis 18 jours. Bien connu dans le monde du cyclisme martiniquais, l'homme n'a pas donné de nouvelles depuis le 6 septembre dernier. Ses proches sont inquiets. Ils ont organisé une battue ce matin au Morne-l'Archer, au Diamant. Ils gardent espoir. Voyez leur réaction face à la caméra de Sandrine Claude. C'est quelqu'un de très posé, de très discret dans sa vie et ne faisant pas de vagues, toujours apprécié de ses collègues, des gens qui l'entourent, qui le fréquentent généralement. En fait, c'est un bon vivant, on va dire. Tout reste très vague, très confus. Donc on a quand même le soutien des amis, de ses connaissances, voilà, qui ont déjà pris certaines initiatives sur le terrain, donc des initiatives battues, donc des sites que mon frère a apprécié ou apprécié. Ces sites-là, parce que Michael me parlait énormément de ces sites-là, alors du coup nous sommes partis pour aller voir si on le retrouvait là. Oui, l'espoir est là. Là maintenant, on va essayer de faire médiatiser au maximum pour que quelqu'un puisse nous dire, parce que là, on ne sait pas. Parce que c'est une disparition mystérieuse. Il faut qu'on sache au moins où Michael est. Disparition toujours avec cet appel à témoins qui est toujours en cours, lancé par la police nationale suite à la disparition de Mme Augustin Marie, également connue sous le nom d'Arlette. Elle mesure 1,56 m, octogénaire. Elle a des problèmes d'élocution. Elle est recherchée depuis avant-hier soir par sa famille. Elle a été vue pour la dernière fois au stand de tir de Balata. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Fort-de-France au 05 96 59 40 40. Et puis en bref, toujours pour rappel, demain, les écoles seront fermées, les mairies lance un appel à la grève illimitée pour contester contre la suppression des contrats aidés. Les collèges et les lycées sont également perturbés. Notez que plusieurs enseignes de supermarchés réfutent les rumeurs de mouvement social dans les magasins, des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. La semaine européenne de l'écomobilité vient de se terminer et c'est l'occasion de parler d'un mode de transport écolo et à la portée de tous. Oui, Sabrina, les constructeurs font la course aux voitures propres. Des entreprises engagent des millions d'euros pour réduire la pollution des véhicules. Et bien voilà, un mode de transport écolo, peu cher, accessible à tous, le vélo. Et dans le cadre de la semaine de l'écomobilité, le CCAS du Lamentin vantait les mérites de la bicyclette. Camille Joseph. Si le vélo doit devenir un jour un vrai mode de déplacement, c'est dès leur plus jeune âge qu'il convient d'apprendre aux enfants à le pratiquer en toute sécurité. Un casque qui n'est pas serré, c'est un casque qui ne sert à rien. Allez, il faut mettre le clignotant si on est en voiture et si on a un vélo, eh bien, il faut indiquer par où on va avec les bras. Ça peut éviter les accidents. Pour faire du vélo, il faut avoir un casque. Après, quand il y a un stop, il faut regarder à droite et à gauche. Il faut mettre ça, mais comme ça, si on va à gauche, si on va à droite, c'est par là. On n'y pense pas toujours, mais l'entretien du vélo est aussi essentiel. Nous avons des ateliers d'auto-réparation de vélo, donc il était nécessaire aussi, dans le cadre de cette semaine européenne de la mobilité, de sensibiliser justement à la sécurité, notamment à l'entretien de son vélo, notamment auprès des enfants et des adultes et des parents. Et pour ceux qui n'ont pas les bonnes jambes, des alternatives existent bel et bien. Par rapport à la
topographie, il y a des véhicules qui sont adaptés. Vous avez des véhicules à assistance électrique. Vous avez des scooters à assistance électrique. Donc on en a, mais on n'est pas venu aujourd'hui avec. Donc vous avez des différents types de modes de transport qui sont adaptés par rapport à l'âge, par rapport à votre endurance, par rapport à votre capacité physique. Donc tout est possible, surtout maintenant avec la nouvelle technologie. Comment sauvegarder la santé environnementale tout en faisant des économies sur le transport sont les objectifs majeurs de cette opération. Le CCAS a choisi de mettre en place des actions pour que les gens puissent être sensibilisés à l'utilisation de déplacements, on va dire, économiques et écologiques, et puis sur des moyens pour améliorer leur qualité de vie, notamment comment bénéficier d'une bonne qualité de l'air. Une action qui suit son cours tout au long de la semaine avec des rendez-vous durant lesquels le public pourra essayer les véhicules électriques et participer à différents ateliers. Les organisateurs espèrent au moins pousser chacun à la réflexion quant à un nouveau mode de déplacement éco-responsable sur le territoire. On laisse les vélos et on prend l'avion, direction Montréal où la Martinique était à l'honneur. Oui, dans le cadre du festival Martinique Gourmande, les saveurs martiniquais se sont immiscés au 375e anniversaire de la ville de Montréal. Au programme, sauchiens et autres spécialités qui ont ravi les papilles québécoises. Le reportage d'Alvin Courcy. Pour célébrer le 375e anniversaire de la ville de Montréal, certains Québécois se laissent tenter par nos saveurs créoles. C'était pour mon garçon, il avait faim, c'était simple et c'était accessible financièrement, voilà. On a cherché partout, on a voulu vraiment essayer la Martinique parce qu'on a voulu vraiment essayer une nourriture exotique, mais c'est vraiment bon. Et pour les séduire, rien de mieux que nos classiques proposés par le restaurant Saveurs des Îles, implanté à Montréal et partenaire du festival Martinique Gourmande. On a des brochettes de poulet avec un peu d'ananas et puis des petites crevettes qui ont été marinées. On sert ça avec du riz et de la sauce chien. Après être passé parmi les prestigieux restaurants de la ville, le festival Martinique Gourmande a souhaité par cette occasion s'adresser à plus de monde pour tenter de ramener plus de touristes sur notre île. Une initiative qui semble séduire son public. Les gens sont très curieux, ils aiment beaucoup tout ce qui vient de la Caraïbe de manière générale. En plus, la destination a sa spécificité puisqu'on parle français et qu'il y a beaucoup de mélanges là-bas culturellement parlant. Donc les gens sont très curieux, très friands, donc ça marche bien. Et l'expérience semble porter ses fruits à l'écoute des Montréalais. On adore voyager, donc effectivement c'est dans les destinations sur la liste. C'est clair, les vacances, la chaleur, le soleil, le plaisir à découvrir. Là. On y est un peu quoi, la bouffe, le soleil, on y est un peu, mais bon, c'est sûr que ça nous tente. Avant de voir arriver plus de touristes sur nos plages, les festivités ont continué tout au long de la journée dans un esprit convivial et familial. Culture maintenant avec cette exposition à la Fondation Clément avec les œuvres de l'artiste martiniquais Joseph René Corail. Oui, né en 1932, mort le 13 avril 1998, celui qu'on appelait également Coco René Corail, artiste sculpteur mais surtout militant politique anticolonialiste. Ses œuvres seront exposées à la Fondation Clément jusqu'au 1er novembre. Visite guidée avec Yohan Boulard. Ouais, mes amis, mon garé en chemin, ouais, chercher en déro, ça m'a fait trouver en dit dans moi. J'imagine pas en fait qu'il y avait autant d'œuvres et qu'il avait fait autant de choses. C'est génial d'avoir des artistes antillais qui sont reconnus et qu'il y a du monde qui viennent voir surtout et voilà. Je ne regarde pas ces œuvres d'une manière intellectuelle. Elles s'adressent à ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est très fort, il y a quelque chose du patrimoine, je crois. Il a retranscrit quelque chose qui fait écho. C'est un génie. Qu'il savait utiliser ses 10 doigts
et son intelligence pour traduire une réalité qui était la nôtre, qui est la vôtre, qui est la mienne, qui est celle des Martiniquais. C'est fait dans l'automne. Oui, mes amis, moi gavé en chemin, va chercher en dehors, ça qui en dedans. Nous vous l'annoncions au titre, une opération de la gendarmerie a été organisée à Grand'Anse pour contrôler les plaisanciers. Oui, rappelez-vous, c'était il y a 14 jours, un jeune homme perdait la vie percuté par un bateau au large de Grand'Anse, aux Anses d'Arlet. Eh bien, les forces de l'ordre ont décidé de renforcer les contrôles ce week-end, rappelant à l'ordre les contrevenants aux côtes maritimes. Le reportage de Johan Boulard. Messieurs, dames, bonjour. La gendarmerie, la brigade nautique du marin, on va juste procéder à un petit contrôle de votre embarcation. Contrôle inopiné de ce plaisancier. Les gendarmes veulent vérifier s'il dispose à bord des équipements obligatoires. Jusqu'à 2000 découtes, on appelle ça l'équipement de sécurité basique. Donc il faut un certain nombre de matériels et après au-delà de 2000 jusqu'à 6000, des matériels supplémentaires. Papier de l'embarcation, extincteur, gilet de sauvetage, autant d'éléments indispensables à la navigation. Pour Jean-Pierre, rien à signaler. Il voit d'ailleurs l'opération de ces militaires d'un très bon œil. C'est bien parce que bon, ça permet de savoir enfin déjà qui est en règle, ça va permettre, je pense, d'économiser un peu. Et puis non, mais c'est bien pour la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a personne, mais des fois, il y a des gens qui passent à fond la caisse en scooter, en bateau. Et quand les enfants sont à l'eau, c'est dangereux. Rien à signaler non plus pour ces chasseurs, si ce n'est une belle pêche. Grand'Anse, un lieu où cohabitent plaisanciers et baigneurs. C'est ici qu'un plongeur a récemment perdu la vie, happé par l'hélice d'un bateau. Il y a peu, ce pilote de jet ski a frôlé la mort dans des circonstances similaires. J'étais vraiment à l'état d'arrêt sur mon engin et j'ai dû plonger parce que j'ai eu à temps que ça avançait. Donc je me sens encore plus concerné puisque moi-même ça a failli m'arriver. Donc oui, c'est tout à fait rassurant. Ce plaisancier paraît nerveux à la vue de la brigade. Selon lui, les gendarmes se trompent de cible car il aurait choisi de mouiller là où il ne gêne personne. Quand il y a 4 bateaux réunis, ils ne descendent pas pour marcher. Quand il y a un petit bateau avec la famille, tu vois, ils nous emmerdent. Vous voyez où nous sommes aujourd'hui? Nous ne sommes pas près des plages. À moins de 300 mètres à gêner des baigneurs. Vous voyez, il n'y a pas de baigneurs, filmez. Il n'y a pas de baigneurs là, vous voyez. Il n'y a pas de baigneurs, donc nous ne voulons pas gêner les baigneurs lorsque nous allons en mer. Donc, nous sommes à Chaudière parce qu'on sait qu'on ne va pas gêner des baigneurs qui viennent voilà, pour nos pieds. Mais voilà, pas de permis, pas de lampe ni d'extincteur. L'échange se soldera donc par une convocation. Il devra se présenter à la gendarmerie du marin pour régulariser sa situation. En tout, 7 embarcations auront été passées au crible avec l'appui des affaires maritimes. Petit bémol, les contrôles ne peuvent s'accompagner de tests d'alcoolémie, pour le moment interdits par la loi. Voilà pour ces contrôles qui visiblement n'ont pas plu à tout le monde. On passe au sport. Et on commence cette page sport avec du basket et le tour préliminaire de la Coupe de France. Oui, Sabrina, c'était hier soir et notamment au Palladium de Sainte-Marie. Le SC Lamontinois s'est imposé 82-60 face au bébé Saint-Maritain. Résumé du match, Karel Chassol, José Le Chartier. C'est avec sa nouvelle recrue, Johan Téleste, que le basketball samaritain en bleu entame le match. À domicile, les partenaires de Jocelyn Mika prennent un bon départ. Mais progressivement, le SC Lamontinois revient et imprime son rythme au match. À la fin du premier quart-temps, les Lamontinois, privés entre autres de Marilus ou encore Balit, mènent 27-11. Au deuxième, les hommes de Bulvert poursuivent sur leur lancée. Ils creusent l'écart grâce notamment à des shoots à 3 points. Et en dépit de belles tentatives de Jocelyn Mika, à la pause, le SC Lamontinois mène 48-26.
À la reprise, la physionomie du match ne change pas. De 22 points, l'écart passe à 25 à l'entame de la dernière manche. Et les hommes de Lenny Pironi, clairement un ton au-dessous, ne parviennent pas à bousculer leur adversaire. Le SC Lamantinois s'impose sur le score de 82 à 60. Il va falloir encore travailler durement parce que l'équipe de BBS c'est une équipe qui vient d'arriver dans notre championnat. On a vu sa combativité au 4e quart-temps. On a perdu le 4e quart-temps effectivement. Donc la manière certes, mais il y a encore beaucoup de travail au niveau défensif et puis aussi sur le plan tactique pour pouvoir améliorer la fluidité au niveau du jeu. L'esprit d'équipe qu'il n'y avait pas ce soir. Et puis on s'est un petit peu affolé lorsqu'on a vu qu'on perdait au niveau du score. Donc c'est un petit peu ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est un petit peu ce qu'il faudra travailler dans la suite. Et puis voilà, on a joué à 7 parce que tout l'effectif n'est pas encore présent. Donc voilà, c'est surtout ce qu'on a pêché, on va dire. Toujours hier soir, l'Aiglon, l'US Duco 16, le Golden Lion et le Wax se sont imposés et qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ils opposeront l'US Duco 16 au SC Lamantinois, l'USAC à la Gauloise, le Golden Lion au Wax et l'Aiglon au CS Carbet. Des rencontres qui se dérouleront le week-end prochain. Voilà pour ce point sur la Coupe de France, ce tour préliminaire en basketball. On fait tout de suite le tour d'horizon du reste de l'actualité sportive, toujours avec Thierry Chassot et José Le Chartier. En football, fin cet après-midi du 3e tour de la Coupe de France. Le club franciscain s'impose sur le score de 4-0 face à l'Éclair de Rivière-Salée. Et la surprise est venue de la victoire de l'UJ Monero qui a battu au tir au but 7-6 l'Essor. En moto, la 4e manche du championnat de course de côte s'est déroulée cet après-midi à Marcapron-Haut-Marin. À l'issue des 3 montées officielles, Jean-Marc Dondin s'impose en 47 secondes et 66 centièmes. Il est suivi de Livan Luchel en 50 secondes et 0,3 centièmes. Jean-Marc Mélézan complète le podium. Au classement général, Livan est en tête du championnat. Jean-Philippe Duféal est à la 2e place. Jean-Marc Dondin, 3e. Ouverture de la saison d'escrime ce matin au Crossma, une compétition destinée aux épéistes et fleurettistes de moins de 17 ans. Ces matchs ont été organisés par l'amicale des escrimeurs de la Française sous le signe de la solidarité avec Saint-Martin. Cette compétition que nous avons mise en place au début du calendrier était pour permettre aux jeunes d'avoir une mise en jambe avant de partir vers l'Hexagone. Les temps forts, ce sont les compétitions locales et régionales, interrégionales. Beaucoup de jeunes doivent participer d'ailleurs très bientôt, à la fin du mois d'octobre, début novembre, au tournoi international de Petit-Bourg. L'amicale des escrimeurs de la Française profite aujourd'hui d'une compétition qui va ramener un petit peu de monde pour organiser cette collecte pour Saint-Martin. On s'est mis en contact avec des bateaux qui partent sur Saint-Martin. On s'est mis en contact également avec une personne sur place qui va recueillir les dons. Hier soir, les pongistes se sont donné rendez-vous au François pour la première compétition de la saison. Un tournoi du club franciscain qui a rassemblé une vingtaine de pongistes. Une nouvelle saison qui devrait voir les favoris truster les premières places. La Ligue entend mettre l'accent sur la jeunesse. On a essayé vraiment d'orienter le tennis table vers les jeunes. Donc il y a des formations qui sont faites depuis l'année dernière. Les dimanches matins, on essaie de former de nouveaux jeunes parce qu'il y a de plus en plus de vieux. Pour vous donner une idée, sur les 15 meilleurs Martiniquais, il y en a 14 qui sont vétérans, c'est-à-dire qui ont 40 ans et plus. Le championnat par équipe devrait reprendre dans une quinzaine de jours. Voilà, et c'est ainsi qu'on referme cette partie du journal consacrée à l'actualité du jour. Et on poursuit avec vous, Sabrina, pour l'actualité politique et ce second tour maintenant des élections sénatoriales. Tout à fait, Jean-Marc. D'ailleurs, Eddy Marajo nous a rejoint. Eddy, bonsoir. Bonsoir, Sabrina. Alors, tout au long de la soirée, enfin, en attendant les résultats du second tour, vous allez analyser avec nous les résultats du premier tour. D'ailleurs, je vous rappelle ces résultats du premier tour qui placent Catherine Conconne en première place avec 400 voix. Elle a manqué de peu la qualification dès le premier tour puisqu'il lui fallait avoir au moins 402 voix. En deuxième position, Maurice Antiste avec 319 voix. En troisième position, Yvon Paquite avec 197 voix. En quatrième position, Belfort Birota avec 149 voix. En cinquième position, Georges Cléon avec 109 voix. En sixième, Marius Narciso, 89 voix. Septième, Edith Velayoudon, 77 voix. En huitième, Athanas Jeanne-Rose, 77 voix. Neuvième, Maurice Bonté, 52 voix. Dixième, Éric Valère, 38 voix. Et 11e
deuxième Joseph Virasamy avec 15 voix. Alors pour cette élection, il ne s'agit pas de qualification mais de maintien de candidature pour le second tour. 7 candidats seront donc représentés. Il s'agit dans l'ordre des résultats de Catherine Conconne d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle qui a donc maintenu sa candidature, Maurice Antiste, EPMN, Yvon Paquit sans étiquette, Belfort Birota sans étiquette, Edith Velayoudon de Les Républicains, Maurice Bonté sans étiquette et Éric Valère sans étiquette. Alors on va retrouver tout de suite Alizé Lutran qui se trouve en direct de la préfecture. Alizé Lutran, que se passe-t-il? Vous avez avec vous Maurice Antiste. Avec vous. Eh bien écoutez, ici le dépouillement suit son cours, il touche presque à sa fin, il faut le dire. Je suis avec Maurice Antiste, sénateur sortant. Monsieur Antiste, dites-moi tout d'abord dans quel état d'esprit êtes-vous? On l'a dit, le bureau de vote est fermé, le dépouillement touche à sa fin. Comment vous sentez-vous? Bien, c'est vrai que la tendance semble être en ma faveur, mais je préfère attendre encore les résultats. Donc je me sens bien, serein, puisque n'oublions pas que si je suis le sortant, j'ai cherché à être le revenant. Et ça, c'est presque joué. Donc, j'aurai certainement des remerciements à faire tout à l'heure, dès lors que j'aurai les résultats définitifs. On dit justement, c'est la rumeur qui court, comme quoi vous et Madame Conconne, donc les deux de EPMN, pourraient justement obtenir ces 2 sièges de sénateurs. Vous y croyez ou vous restez quand même méfiant? C'est quand même ce que vous disiez. Mais... J'ai intérêt à y croire, parce qu'en y croyant fort, c'est nous porter chance. Et je crois qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Et j'espère en tout cas revenir très vite à votre micro pour vous raconter notre soulagement et le grand plaisir que l'on a. Et vous dire aussi la conscience que l'on a de la grosse charge qui nous attend. Qui avez-vous tenté de rallier cet après-midi? Ça a été très court, entre 15h et 16h30, 1h30 pour rallier un maximum de personnes. Qu'avez-vous fait durant cette heure-là? Non, on a rencontré les uns et les autres, mais vraiment sans les chercher. Puisque en fait, ce sont d'autres électeurs qui venaient nous trouver. Et quand nous avons su, et très vite, que beaucoup d'entre eux maintenaient leur candidature, bon, dès lors, il n'y avait plus rien à faire que de compter sur ses propres forces avec lesquelles nous sommes allés dans ce deuxième tour. Eh bien, écoutez, on reviendra vers vous tout à l'heure. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour le moment. Le dépouillement, je vous l'ai dit, touche à sa fin. On revient très vite vers vous dès qu'on connaît les résultats. Merci à vous, Alizé Lutran. On attend donc votre retour. Alors, Eddy Marajo, comment on peut interpréter déjà ces bons scores de PMN? Alors, ce n'est pas une véritable surprise. On sait que PMN revendiquait environ 57% des grands électeurs, ce qui leur donnait une position a priori largement favorable pour ce scrutin. En plus, donc les jeux étaient faits, on peut dire ça? Pas vraiment, puisque vous avez vu que les autres sont là quand même. Tous ceux qui attendaient une élection au premier tour ont été un petit peu déçus. Ce qui était là aussi envisageable, puisque avec 11 candidats, il était difficile de pronostiquer une élection au premier tour. Ça pouvait être possible, mais bon, vous l'avez vu, Catherine Conconne a manqué l'élection, semble-t-il, à quelques voix près au premier tour. Donc, la position de force de PMN, elle est d'emblée acquise, compte tenu du nombre de mairies que ce mouvement, ce groupe contrôle. Et puis l'opposition, entre guillemets, puisque c'est quand même la majorité à la 7e, mais l'opposition, on va dire, sur le plan municipal, puisque le gros des troupes, ce sont quand même les conseillers municipaux, l'opposition, elle, est partie en rang dispersé, ce qui rendait une élection au RDM ou au MIM relativement aléatoire. Mais on ne sait jamais, puisqu'on n'a pas les résultats définitifs. Il semblerait qu'on s'achemine quand même vers une confirmation des 2 premiers, semble-t-il. Alors, le scrutin, Eddy, ne s'est pas déroulé comme prévu ce matin. Cafouillage et important retard ont provoqué de nombreuses tensions à l'annonce des résultats. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. Donc un reportage... La journée avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices. 10h, la majorité des grands électeurs est déjà arrivée en préfecture. Catherine Conconne, la candidate EPMN, l'une des favorites du scrutin, fait une entrée remarquée, escortée d'une délégation du PPM.
Les grands électeurs passent ensuite aux urnes dans un mouvement de foule impressionnant. 5 bureaux de vote pour 834 votants au final. Midi, les résultats doivent tomber d'un instant à l'autre. Pourtant, 3 heures après, toujours rien. En cause, le départ d'un des présidents de bureau avec la clé de l'urne qui contient le procès verbal. En attendant le verdict, la tension monte. 15h30, les résultats sont enfin divulgués. Sans surprise, Catherine Conconne de PMN arrive en tête et frôle l'élection dès le premier tour. Très contente, très heureuse. 11 candidats, c'est énorme. Et malgré ça, j'arrive en tête, je fais 400 voix. Il ne me manquait que 2 voix pour être élu au premier tour. Maurice Antiste, sénateur sortant, récolte 319 suffrages et se place en 2e position. Je suis confiant, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours trop tôt. Vous voyez ce qui s'est passé au premier tour. Donc prudence et assurance. Et j'espère qu'avec ma suppléante Pamela Patron, eh bien, nous allons pouvoir être désignés ce soir sénateur de la Martinique. Yvon Paquette, sans étiquette, talonne lui ses anciens alliés, suivi par Belfort Birota. Le résultat est tout à fait conforme à mes attentes, puisque je suis à 197, donc pratiquement 200 voix, sans parti, sans organisation, seul. Je fais 200 voix, c'est le CILD qui a une volonté au niveau des grands électeurs de participer à la reconfiguration du personnel politique. Mon score me satisfait pour la bonne raison que j'ai commencé ma campagne le 27 août. Et cela promet, parce que je sais que j'ai confiance en l'intelligence politique des deux électeurs, je sais qu'ils me feront confiance au 2e tour. L'heure est désormais aux tractations. Les 2 candidats EPMN maintiennent leur candidature au second tour. Nous avons des amis aujourd'hui qui ont été candidats et qui peut-être ne vont pas se représenter, sans compter peut-être des gens qui avaient fait certains choix au premier tour et qui, on connaît bien le truc, parfois on va souvent derrière les gagnants au 2e tour. Donc. On comprend bien que le jeu des amitiés a certainement compté sur cette élection. Donc j'essaierai moi aussi de faire jouer mes amitiés. Au final, en plus du ticket EPMN, 5 autres candidats se positionneront pour le second tour. Maurice Bonté, Yvon Paquette, Belfort Birota, Edith Velayoudon et Éric Valère. Le retard continuera de s'accumuler puisque le second tour commencera après 16h30, alors qu'il était initialement prévu à 15h30. Et après cette ambiance des élections à l'annonce des résultats au premier tour, on va retrouver cette ambiance pour le second tour. Et Maurice Antiste viennent d'être élus, et donc Maurice Antiste réélu. On va essayer d'aller les voir tout de suite. Il y a beaucoup de monde, vous le voyez derrière moi. C'est très difficile de se déplacer. Ils sont très sollicités. Nous allons nous mettre à côté de nos confrères de Martinique Première. Excusez-moi madame, voilà, on va les féliciter. Donc je suis donc avec Maurice Antiste. Monsieur Antiste, vous venez donc d'être réélu sénateur. Donnez-nous un peu plus de précision, combien de voix et surtout quel est votre état d'esprit là? Je ne sais même pas combien de voix, parce qu'on m'a happé, heureux comme aime être le public. On venait de vous avoir en direct et puis quelques instants après, la nouvelle est tombée. Oui, il paraît maintenant que c'est vrai. Alors je suis très content. Et je veux remercier un petit peu tous ceux qui ont porté leur voix sur moi, ma base franciscaine, mais surtout la base EPMM, avec le PPM en particulier. Je suis très heureux. Avec ma suppléante qui est Pamela, nous avons fait un très beau travail. Mais je veux dire surtout à ceux qui croient en nous et ceux qui ont participé à cette victoire, de ne jamais oublier que ce n'est qu'une étape vers de longues reconquêtes, vers des conquêtes importantes. Donc on va donc maintenant tenter de trouver Catherine Conconne et puis on revient vers vous dans un court instant. À tout de suite. Très bien, merci à vous Alizé. Les résultats du premier tour se sont finalement confirmés, Eddy. Oui. Et Catherine Conconne devient la première femme sénatrice de la Martinique. Tout à fait. On a eu la première femme députée il y a quelques mois. Là, on a la première femme sénatrice. Donc la Martinique rattrape son retard vis-à-vis de la Guadeloupe notamment et de la Guyane. Ce qu'il faut retenir probablement au-delà de cette anecdote, c'est le fait que EPMN remporte une nouvelle victoire après les victoires des législatives, où il y avait 2 candidats EPMN, notamment une femme, qui ont gagné
leur siège. Là, les 2 candidats EPMN gagnent les élections sénatoriales, un peu à l'image de ce qui s'était passé dans l'élection précédente, mais probablement que la dispersion des forces et le choix stratégique du MIM et de ses alliés, à la fois aux législatives, on l'a vu, et cette fois-là à nouveau au sénatorial, n'est sans doute pas efficace et efficient, puisque parti en ordre dispersé. Alors, est-ce qu'on peut dire que EPMN, qui semblait presque à terre, est vivant finalement? On revient. Oui, en fait, bon, il est clair que la défaite des élections à la CTM avait porté un coup assez grave à cet ensemble, puisqu'on avait vu au lendemain de la défaite un certain nombre de retraits, en particulier de la Fédération socialiste. On avait également noté le retrait d'un certain nombre de partis. On a vu au moment des présidentielles des chocs. Oui. D'accord. Alors, je vous laisse poursuivre et après, on va retrouver Catherine Conconne en direct de la préfecture. On avait vu probablement des espèces de heurts internes sans que ça prenne une dimension trop importante, notamment avec cette dispersion des candidatures ou des soutiens à la présidentielle. Alors, mais là, ça y est, on a en direct, priorité au direct, excusez-moi. Et pas assez de politique. Il y a beaucoup de gens qui sont en politique et entre 2 élections ne font rien, mais ne pensent qu'à des revanches, ne pensent qu'au prochain scrutin. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on ne va pas faire demain? Se venger de celui-là, etc. Non, une fois qu'on est élu, on doit se mettre au travail et les élections se déroulent. Alors les coalitions contre nature, les gens qui s'allient pour s'allier avec le diable, avec tout le monde, simplement parce qu'il faut gagner, il faut battre l'autre. Eh bien voilà, la vérité éclate ce soir. Ensemble pour une Martinique nouvelle est une coalition qui est extrêmement fiable, qui est extrêmement honnête, qui est extrêmement pure dans son fonctionnement, même si parfois on a des petits sous-boisseaux et qu'on peut connaître une défaite, mais ça qui va les tomber, pas jouer, ça qu'arriver, nous répète, mais cependant, ce que je dis, c'est que la vérité étant têtue, eh bien, la reconnaissance est toujours au bout de la route. Qu'est-ce que vous dites à votre premier adjoint, Yvon Paquet, ce soir? Ça, c'est une affaire qui relève du maire de Fort-de-France et du Parti progressiste martiniquais. Nous avons des instances extrêmement démocratiques, aussi bien à la mairie qu'au comité national. Eh bien, on va en discuter dans ces lieux de manière tout à fait régulière et démocratique. Est-ce que c'est la revanche de Catherine Conconne ce soir? Je n'ai pas de revanche, madame. Je n'ai de revanche contre quiconque. Je ne suis pas dans un esprit de revanche, de rébellion, de rancune. Je ne suis pas une rancunière. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Je crois en la vérité, je crois en la conscience des gens. Eh bien, ce soir, la vérité est là. On avait cru, on a dit, tout ça ne m'intéresse pas. Vous savez, moi je suis de philosophie césarienne et celle-ci est de toujours vous dire avance. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, c'est une belle victoire pour Ensemble pour une Martinique nouvelle, malgré tous les pronostics de défaite, etc., qu'on avait perdu la CTM, etc. C'est pas ça. Vous êtes quand même la première femme sénatrice de Martinique. C'est un beau message pour les femmes, pour leur dire qu'il faut s'engager en politique, il ne faut pas avoir peur. Et que je dis aussi aux maris, à leurs compagnons, libérez-les, occupez-vous des enfants, occupez-vous de la cuisine, etc. Ne soyez pas fâchés quand les femmes rentrent tard le soir. C'est rien de douteux qu'elles font. Elles sont au travail pour le pays, au travail pour vos enfants. Donc, libérez les femmes, laissez-les prendre leur place dans cette société, dans cette vie politique qui est encore trop masculine. Justement, qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Ce soir, je vais me reposer. Je suis vraiment très fatiguée. Vous n'allez pas fêter votre victoire ? On aura le temps. On va faire une vraie fête. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle donc Catherine Conconne et Maurice Antiste, sénateurs de la Martinique. Merci à vous, Alizé Lutra. Alors, Eddy, comment peut-on interpréter cette première réaction de Catherine Conconne ? Elle dit qu'elle écarte le mot revanche, mais c'est quand même une sacrée revanche pour elle. Elle qui avait été l'objet de toutes les attaques, vous vous souvenez, on l'accusait d'être à l'origine. Un certain nombre d'observateurs avaient même dit que c'est à cause de Catherine Conconne et d'autres que le PPM avait perdu la CTM. Bon, pour elle, c'est un retour assez spectaculaire sur la scène politique. Et puis, c'est une consécration, parce que Catherine Conconne est quelqu'un qui compte au PPM, c'est quelqu'un qui a permis un certain nombre de victoires, et puis c'est quelqu'un qui a géré avec Serge Letchimy la région. Quand il n'était pas là, c'est elle qui gérait le bateau. Donc pour elle, c'est probablement une récompense assez forte, assez nette en tout cas,
vis-à-vis des services rendus, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle va sur le terrain en permanence, elle est au contact des électeurs, et elle n'a jamais renoncé malgré la défaite, contrairement à d'autres. Voilà, et puis c'est aussi, probablement pour Serge Letchimy, une espèce de marque on va dire de fidélité, malgré les tensions qu'il y a pu avoir entre les deux personnages, mais pour lui, c'est probablement la démonstration qu'il est capable de faire gagner aussi, parce qu'il faut, une faut belle quand même... démonstration de force, on peut dire. Voilà, il faut quand même reconnaître qu'il a probablement mieux géré cette élection sénatoriale, à la fois que les législatives de chez Hollande, du règne Hollande, et puis probablement également des lendemains de l'élection à la 7e. Donc là, au-delà de Catherine Conconne, il y a un retour sur le terrain de PMN. Mais bon, il ne faut pas non plus exagérer la victoire. Elle était mathématique de toute façon, avec 497 grands électeurs a priori acquis. PMN PMN, la victoire était envisageable. Par contre, ça ne veut probablement pas dire que sur le terrain, dans les élections qui sont là, des élections au suffrage direct, ça soit automatique. Il va falloir probablement pour PMN stabiliser les choses et probablement, alors vous avez vu, Maurice Antiste est déjà étendard au vent en disant ça présume ou ça préjuge de reconquête. Donc en fait, ils sont déjà en ordre de bataille. C'est une tendance du paysage politique martiniquais. On ne peut pas interpréter ça comme ça parce qu'il y a eu les législatives, maintenant les sénatoriales. Le PMN semble avoir le vent en poupe. Non, pas vraiment. Non. PMN avait tout gagné avant la 7e. Ils ont perdu la 7e. Non, à la fois parce que les législatives ont intéressé une partie extrêmement faible de l'électorat martiniquais, moins de 25%. Ceux qui ont été élus députés l'ont été avec moins de 30% des inscrits. Donc il ne faut surtout pas la ramener en disant « je suis capable de tout reprendre ». Et puis les sénatoriales concernent des gens qui ont été élus en 2014. Donc là, les prochaines échéances vont concerner à la fois de nouvelles personnalités, parce qu'il y a un changement assez redoutable au municipal. Au cours des 4 dernières municipales, de manière systématique, il y avait 10 maires qui se faisaient sortir du jeu politique. Et ça va continuer. Il y a là entre 10 et 15 maires qui savent que de toute façon, ils vont perdre en 2020. Donc ça va renouveler l'électorat, on va dire l'électorat des prochaines sénatoriales. Donc il y aura de nouveaux conseillers municipaux, donc il y aura des changements, mais surtout, ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer en 2021 ou en 2020, on ne sait pas vraiment, au moment du renouvellement de la CTM. Alors Eddy, comment se sont déroulées les élections de ce second scrutin, de ce deuxième tour qui ont permis l'élection de Catherine Conconne et de Maurice Antiste? Nous allons le voir tout de suite avec ce reportage de Luis Sebas. Je ne vous parlerai pas de l'organisation. Une phrase maintes fois répétée par les grands électeurs qui s'agglutinent à l'entrée du bureau de vote. De l'eau est servie pour contrer la chaleur étouffante, des conditions inacceptables pour ces votants. Ça devient long et stressant pour certains. Je pense pour certains candidats aussi. Donc j'espère que la prochaine fois, la préfecture fera mieux. On est obligé de revenir parce qu'on a quand même une pénalité de 100 €. Hein. Si ce n'était pas la pénalité de 100 €, je ne pense pas que beaucoup seraient restés là jusqu'au bout. Au-delà du fait qu'il faut faire son devoir civique en tant que grands électeurs. S'ajoute à cela une mauvaise organisation des scrutins. Bureau de vote unique, exigu en comparaison du nombre de votants pour ce second tour. En tant qu'électeur même, également, c'est la première fois de ma vie. Je vote depuis, ça fait plus de 20 ans que je vote. C'est la première fois que je subis ce genre de truc-là. Je pense qu'il faut que le préfet ou le président du tribunal, je ne sais pas trop qui organise ces élections-là, qu'ils revoient leur copie un petit peu. Une organisation qui ne dépendrait pas de la préfecture, mais du magistrat chargé du scrutin, qui aurait refusé la proposition de plusieurs salles, comme à l'accoutumée. Dans la cour de la préfecture où se déroulent les votes, le préfet Franck Robine en est réduit à présenter ses excuses. Et qui participe à cette élection? Ce sont les grands électeurs qui se sont rendus aujourd'hui à la préfecture. Voyez tout de suite ce reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent.
Tous les 6 ans, ils sont appelés aux urnes. Les grands électeurs, des représentants de la population, conseillers municipaux, maires, représentants de la collectivité, députés et sénateurs. 856 de ces hommes et femmes étaient attendus à la préfecture pour ces élections qui ont lieu tous les 3 ans. Parmi eux, de nouveaux grands électeurs qui, pour la première fois, participent à ces sénatoriales. Oui, bonjour. C'est impressionnant d'avoir une concentration de monde en si peu de temps. La queue était longue, mais c'est une belle expérience. C'est une belle expérience et si dans 6 ans, je suis toujours grand électeur, ce sera avec grand plaisir. C'est important pour moi de venir ce matin. Il faut que la personne, les candidats qui se présentent aussi dans leur démarche puissent aussi correspondre à nos valeurs. Des sénateurs sont donc désignés à l'issue de ce scrutin. De tous bords politiques, on attend d'eux qu'ils portent au plus haut de l'État la voix de la population martiniquaise. C'est un vote particulier. Les sénateurs vont voter les lois, donc c'est très important pour nous en Martinique que l'on soit bien représenté. C'est un rôle de facilitateur auprès des organismes d'État quand nous sommes confrontés à des problèmes, disons, de fonctionnement. La moindre petite voix doit se faire entendre, même dans une plus grande assemblée. Et surtout dans le contexte social, économique dans lequel on est, il est important qu'on puisse avoir des personnes qui puissent faire remonter nos demandes, je dirais même nos cris, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de cris chez nous parce qu'on est en souffrance. 2 sièges sont à prendre en Martinique, pour 11 candidats en lice. Ce scrutin indirect représente aussi un enjeu d'une grande importance stratégique pour les forces politiques de l'île. Il y a un groupe ou des groupes qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, c'est le but. C'est le but, puisque si on n'accède pas au pouvoir, on ne peut pas proposer ses idées. On ne peut pas se battre pour ses idées. C'est ça le but. La finalité n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est d'accéder aux responsabilités pour proposer une vision aux Martiniquais, aux Martiniquaises. Lorsqu'on est conseiller municipal, on analyse véritablement quel est celui ou celle ou quel parti qui pourrait au mieux aider ou permettre à une commune de pouvoir se développer, de pouvoir s'aménager et quel est celui qui pourrait défendre des lois, puisque en fait il n'y a pas de programme. À ce moment-là, on se pose la question, quel est celui, celle qui pourrait au mieux défendre. Voilà un peu le jeu, c'est un jeu politique, totalement politique. La participation des grands électeurs s'élève à 97% pour ce premier tour, soit 834 votants sur les 856 inscrits. Les 22 grands électeurs qui n'ont pas participé au vote seront sanctionnés d'une amende, 100 € pour ne pas avoir rempli son devoir aux yeux de la République. Belfort de Birota nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Alors, quelle est votre première réaction à l'annonce de l'élection de Catherine Conconne et de Maurice Antiste déjà? Mais tout naturellement, bon démocrate que je suis, c'est de les féliciter et de leur demander d'essayer de nous représenter le plus correctement possible au Sénat. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué, selon vous, pour être élu? Est-ce que c'est le soutien clair de votre parti, le RDM, pour être élu? Non, j'ai eu le soutien de mes camarades du RDM. Ce qui m'a manqué, c'est... L'investiture, je veux dire. Ce n'est pas l'investiture. L'investiture, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est le soutien des camarades. Tous les camarades m'ont soutenu. Je vais profiter de l'occasion pour remercier d'abord mes camarades du parti, remercier tous les grands électeurs qui m'ont fait confiance en votant pour moi. Je vais aussi remercier particulièrement mon secrétaire général, M. Claude Lille, qui m'a beaucoup encouragé à mener ce combat-là. Et pourquoi vous ne vous êtes pas présenté en tant que candidat RDM clair et net? Je l'ai déjà dit parce que j'estime que le sénateur n'est pas le sénateur d'un parti, il est sénateur de l'ensemble des grands électeurs, il représente l'ensemble des grands électeurs. C'est pourquoi je n'ai pas voulu m'enfermer dans un parti. M. Birota, si on fait l'addition, on va dire classique, arithmétique des voix obtenues par vous au premier tour, par Georges Cléon, par Marius Narciso et Éric Valère, puisque vous êtes dans une majorité à la CTM, on atteint 387 voix. C'est-à-dire que vous seriez à quelques encablures de Catherine Conconne et largement devant Maurice Antiste. Pourquoi il n'y a pas eu de candidature unique? Eh bien, tout simplement parce qu'à la CTM, nous sommes une majorité de gestion. Nous ne sommes pas une majorité politique. Autrement dit, chacun peut présenter des candidats à chaque élection. C'est pourquoi il n'y a pas eu d'accord.
chaque parti a présenté ses candidats. Toutefois, je suis satisfait, n'est-ce pas, de mes résultats au premier tour parce qu'il fallait le faire. Résister au monstre à trois têtes là, que représente Ensemble pour une Martinique Nouvelle, plus le sénateur du François, le maire du François, vous savez, c'est un bloc compact. Et au départ, l'arithmétique électorale était contre moi. Mais un bon démocrate que je suis, je me suis dit qu'il fallait quand même que quelqu'un aille à cette élection-là. Mais grande fut ma surprise de constater qu'une fois que j'ai déclaré ma candidature, il y en a 2 autres qui se sont déclarés. Alors ça a quelque peu faussé le jeu, mais je peux dire que ce soir, je suis satisfait de mon score. Parce que j'ai commencé ma campagne le 27 août 2017, lors de la fête du Robert. J'ai donc tenu tête Ensemble pour une Martinique Nouvelle, d'accord, qui a la majorité des grands électeurs. Ça, c'est déjà quelque chose de costaud. Ensuite, j'ai battu les 2 autres candidats qui travaillent avec moi dans cette majorité de la gestion. Est-ce que ça veut dire que le fait que vous puissiez les devancer, ça augure d'un autre type de relation à la CTM? Non, je continuerai à respecter mon contrat de gestion, mais en politique, vous savez, je continuerai de marquer ma différence. Parce que ça fait 2 élections où vous allez en rang dispersé et les résultats ne sont pas bons. Est-ce que la 3e qui se profile, c'est-à-dire les élections municipales, on va assister à la persistance de ce choix stratégique qui apparemment ne porte pas ses fruits? Je ne peux pas encore vous dire, mais je vous rappelle que nous n'avons pas de contrat électoral. Chacun est libre de faire comme il veut. Et là, j'ai fait comme je voulais et je ne m'en sors pas trop mal, après moins de mois de campagne. Et je renouvelle mes remerciements aux électeurs qui m'ont fait confiance. Alors avant de poursuivre, on va retrouver à nouveau Alizé Lutran qui se trouve en direct à la préfecture. Alizé, que se passe-t-il autour de vous ? Alors, vous le voyez et surtout vous l'entendez, vous le voyez derrière moi ici, depuis l'annonce donc des 2 vainqueurs, c'est l'euphorie, vous l'entendez et vous le voyez. Les autres, les candidats malheureux ont déserté la préfecture et ce qu'on attend maintenant, ce sont les résultats définitifs. Ça, malheureusement, ce ne sera pas avant 20 bonnes minutes. La préfecture fait son possible pour nous les donner. On espère vous les donner à temps. Je reviendrai donc vers vous un petit peu plus tard, dès que possible. Nous poursuivons avec, je vous pose cette question, comment s'est passée cette élection à la préfecture? Il semblerait qu'il y ait eu plusieurs cafouillages, plusieurs couacs. Vous êtes habitué en tant que grand électeur. Quelle est votre réaction? Alors, si je peux me permettre, parce qu'on n'a toujours pas la réponse, en complément de la question de Sabrina, qui organise cette élection finalement? Vous le savez? C'est pas le préfet. On sait que c'est pas le préfet. C'est qui? Il y a un magistrat qui n'est-ce pas, va s'occuper de ça. Mais c'est bien l'État. C'est bien l'État par le biais, n'est-ce pas, de magistrats. Mais j'ai noté de très nombreux ratés, mais que je n'ai pas commenté. J'espère que le préfet fera son rapport en ce sens-là. Mais c'est la première fois ou c'est... c'est la première fois que je vois une élection comme ça. Et vous votez pour les sénatoriales depuis un petit moment? Un petit moment, c'est la première fois, c'est complètement inédit. C'est inédit, c'est du jamais vu. Et comment vos collègues ont réagi? Vous dites, moi je ne commente pas. Comment vos collègues ont réagi? Vous savez, moi, je ne peux pas vous dire. On a eu un reportage. J'ai noté quand même quelques énervements, des gens qui criaient, qui disaient, notamment lorsqu'on a annoncé qu'il fallait au 2e tour écrire le nom des candidats sur une feuille libre. Alors ça m'a surpris. Je n'ai jamais vu ça non plus. Pourquoi? Il manquait de bulletins? Pas qu'il manquait, la preuve, c'est qu'ils en ont trouvé. C'est qu'il y avait une volonté délibérée de ne pas... Disons que vous êtes très, très, très mal organisé. Jamais vu ça. Parce que quand on écrit le nom des candidats sur une feuille libre, ça laisse la voie ouverte à toutes sortes de triches. Non, et puis c'est pas démocratique, puisque le vote est secret. Si vous écrivez votre voisin, voit ce que vous écrivez, donc il n'y a plus de secret de vote. Donc ça peut être aussi... Ça aurait pu être une occasion d'annuler l'élection aussi. Hein. Et j'ai noté aussi qu'il y a, n'est-ce pas, dans les isoloirs, à la préfecture, des caméras. Alors, je ne sais pas si le secret du vote est préservé. Ça, n'importe quel... Certains observateurs disent que c'est une élection de type République bananière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne dirais pas ça, mais... mais ça vous fait sourire. C'est quelque peu original, disons. C'est totalement exotique. Tout à fait. Très bien. Alors, vous disiez que ça ne vous affecte pas trop, que le choix stratégique soit toujours... Tout le monde est libre de présenter son candidat. Il n'y a pas d'accord
pour les élections, Ouais. mais les résultats ne sont pas très bons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée personnelle là-dessus? À propos des résultats? Non, à propos du choix stratégique. Mais Parce que vous êtes, si je ne m'abuse, vous êtes favorable à l'union. Or, face à vous, il y a des gens qui ne sont pas favorables à l'union. Mais chacun fait comme il veut, M. Marajo. Vous Non, savez, mais là, moi, vous j'ai avez, passé mon vous avez temps. des preuves à 2 reprises que ça ne marche pas. J'ai passé mon temps dans la campagne à prêcher, je vais dire prêcher, une relation, à souhaiter une relation apaisée entre les élus. Un nouveau langage, un nouveau discours. J'ai dit et répété qu'il nous fallait laisser, il valait mieux nous réunir derrière un projet que derrière une bannière. Eh bien, que les électeurs choisissent de se réunir derrière une bannière. Eh bien, Vox Populi, Vox Dei, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais toujours est-il, je continuerai à dire qu'à mon avis, ce n'est pas la bonne démarche. Et vous pariez sur le fait que beaucoup de gens vont finir par vous écouter ou pas? Ou vous êtes... Je dis souvent qu'aujourd'hui, durant cette élection-là, j'ai mis une graine en terre. Il appartient aux jeunes générations de la faire pousser. Il s'agit de quel arbre? Il s'agit de quel l'arbre arbre? de l'espérance. Très bien. Vous dites esprit apaisé. Ça veut dire qu'il y avait une guerre? Il n'y a pas de guerre, mais il y a des guerres d'ego. Ah, il y a quand même des guerres? D'ego qui me gênent considérablement parce que j'estime que dans un petit pays comme le Net, nous aurions pu nous mettre d'accord autour d'un projet. Trop de fortes personnalités trop dans de votre fortes camp? personnalités, trop de guerres d'ego, et moi je ne suis pas dans cette logique-là. Donc l'ambiance au sein du Grand Assemblée n'est plus aussi belle que ce qu'on nous annonçait finalement? L'ambiance est ce qu'elle est, c'est une ambiance de travail. Mais les relations personnelles, des fois, gênent le bon fonctionnement du système. Est-ce que pour vous, à titre personnel, c'était la der des der? Ou alors vous allez continuer à briguer des mandats? Je ne vais peut-être pas continuer à briguer des mandats, mais je peux déjà le dire, j'arrêterai de faire de la politique la veille de ma mort. Très bien, mais toujours, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui vous soutiennent, mais toujours en tant que candidat? Pas candidat, peut-être que je serai coach des jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'avancer. Parce qu'on l'a vu dans la liste, il y a des personnalités nouvelles qui n'avaient pas l'habitude de briguer ce type de mandat, qui sont nouveaux. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aider les jeunes à s'épanouir, à réussir en politique, à condition qu'ils veuillent, comment dire, croire ou profiter de l'expérience des hommes comme moi, puisque j'ai un certain passé politique. On n'a pas envie de vous lâcher sans vous demander quelles leçons vous tirez de cette élection. Moi, je ne tire pas. Disons que c'est une nouvelle expérience pour moi, parce que je n'avais jamais été candidat au sénatorial. Et là, je découvre un monde nouveau, particulier, fait de transactions, d'arrangements souterrains, des trucs un petit peu bizarres qui sont contraires à mes principes. Ah, ça ne vous a pas plu alors? Quand vous parlez de transactions, vous laissez entendre que des gens auraient pu acheter des votes? Je ne dis pas ça, mais tout le monde sait que cela se fait. Et qu'il y a même des pressions qui sont faites sur les uns et les autres. Parce que si on refait les calculs, il semble bien qu'il y ait des gens de votre camp qui aient voté pour Catherine Conconne et Maurice Antiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, j'ai mes convictions que je défends. Mais est-ce que ces votes un peu bizarres, qui transgressent les camps, on va dire ça comme ça, sont un message? Ça peut pas être un message, parce que là, il est très difficile à Martinique de sentir vraiment les choses. Parce que tout le monde se connaît, tout le monde est ami. Les gens votent pour des raisons diverses. Ça peut être des camarades de lycée, ça peut être des camarades de fac ou ailleurs, ou des parents, amis et alliés. Résultat, ça force le jeu démocratique. Mais que viennent faire des relations, on va dire, affectives dans la politique, à partir du moment où on a des idées à défendre? Mais c'est ça le problème de la politique ici. Quand l'affect rencontre l'argent, ça peut faire des choses bizarres. Prend le dessus sur les convictions. C'est ça qui force le jeu d'ailleurs. Très bien. Alors, à quoi sert cette élection? C'est maintenant la question que nous avons posée aux Martiniquais. Quelles sont les missions des sénateurs? Quel poids nos élus ont-ils au Sénat? Les Martiniquais s'intéressent-ils à ces élections? Sandrine Claude et Johan Boulard vous ont interrogé ce matin. Regardez. Je ne suis pas très politique, donc je suis un petit peu la politique au niveau des informations, mais c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, ça n'a pas une grande importance. Je sais que ce n'est pas nous qui votons et que c'est aujourd'hui le vote. Il y a une séance ce matin, le deuxième tour c'est cet après-midi. Voilà, et qu'il y a plusieurs sur la liste, Mme Conconne, M. Bonté, voilà.
Et vous savez quelle est la fonction d'un sénateur, à quoi il sert véritablement? Eh bien, j'espère que c'est pour faire avancer la Martinique au niveau de la France et amener, résoudre tous nos problèmes voilà, sociaux surtout, surtout en ce moment, on a besoin d'aide. Je ne vois pas sur le terrain ce qu'ils nous apportent de concret. Les députés, oui, mais les sénateurs, j'ai l'impression qu'on essaie de remplir le tonneau de Danaïs. C'est vraiment une élection qui m'apparaît complètement dérisoire, véritablement, vraiment. Parce que, bon, sénateur, c'est quelqu'un qui va être élu par les grands électeurs et qui n'a aucune prise sur la réalité martiniquaise, donc qui va peut-être s'installer là-bas et qui reviendra de temps en temps dire qu'il a fait des choses. Ces élections sénatoriales sont faites sur un mode suranné qui devrait disparaître. Ça n'est plus de la démocratie, c'est de la démagogie, c'est de la récompense à certaines personnes qui n'ont strictement aucun mérite parce qu'ils ne sont pas élus sur leur propre nom, mais sur des listes, sur des gens, sur des copains, sur des coquinages. Alors Belfort Birota, les réactions sont assez dures. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien moi je crois que c'est la vision qu'ont les électeurs, les citoyens de la fonction de sénateur. Ça semble conforter la vôtre. Pas du tout, parce que attendez, moi, la dernière vision... intervention qui dit il y a des grosso modo de la combination et tout ça, c'est une forme de récompense. C'est un peu ce que vous nous disiez. Mais j'ajoute aussi que le Sénat est une institution très dynamique. Si nos sénateurs s'enferment dans un confort, ça ne marchera pas. Mais si nos sénateurs font monter, n'est-ce pas, vers le Sénat les préoccupations de la population et les problèmes des collectivités, je crois qu'il y a matière à travailler. Alors Eddy, nous comptons maintenant sur vos qualités de pédagogue pour nous expliquer concrètement à quoi sert un sénateur. Je vais essayer. Je vais essayer. Ça, c'est une difficulté. Bon, déjà, un sénateur, c'est un représentant du peuple, alors de manière directe pour tout ce qui concerne les députés. Les sénateurs, c'est un peu moins direct parce qu'ils sont élus par les grands électeurs. Mais les grands électeurs eux-mêmes sont élus par le peuple. Donc on peut dire que c'est une élection au suffrage indirect. Vous vouliez m'interrompre? Oui, justement, je voulais vous interrompre. Toujours priorité au direct. On retrouve Alizé Lutran en direct de la préfecture. Alizé, dites-nous, que se passe-t-il? On va se redire les mêmes choses, hein, mais bon, tant pis. Ouais. Alors, donc, je suis toujours à la préfecture. À mes côtés, Didier Laguerre. Didier Laguerre, quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous pensez de cette double victoire? Une immense satisfaction. Une immense satisfaction d'abord que nos deux candidats aient été élus, mais surtout que nous ayons, après avoir donné à la Martinique la première femme députée, que nous ayons donné à la Martinique la première femme sénatrice. Et cette femme, elle est du Parti progressiste martiniquais. Pour nous, c'est une immense fierté. C'est la reconnaissance aussi du travail qu'elle accomplit et qu'elle a accompli au quotidien en tant qu'élue. Et puis la satisfaction que le projet porté par Ensemble pour une Martinique nouvelle recueille l'assentiment des grands électeurs martiniquais, c'est-à-dire des élus. Ça veut dire que le travail que nous faisons commence à porter ses fruits et que nous sommes sur la bonne voie pour reconquérir la confiance des Martiniquais. Est-ce que l'un sans l'autre, ça aurait été une demi-victoire? L'un sans l'autre aurait été une demi-victoire, aurait été une déception. Que Catherine soit élue et que Maurice soit battu, ça aurait été une déception pour nous. Ça aurait laissé un goût d'inachevé. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ait une vraie victoire et que nous soyons dans une vraie dynamique positive depuis les élections législatives et que nous puissions travailler sereinement sur les 2-3 ans qui viennent. Ma dernière question, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Alfred Marie-Jeanne cet après-midi est appelé à voter Paquite? Alfred Marie-Jeanne fait ses choix. Ça le regarde, il prend ses responsabilités, ça le regarde. Maintenant, nous prendrons aussi nos responsabilités et nous ferons nos choix au niveau du parti et du conseil municipal. Voilà donc pour ce que vous pouvez dire pour le moment. Bien évidemment, on attend toujours le résultat définitif, enfin le résultat qu'on connaît, mais en tout cas les chiffres définitifs. Très bien, merci à vous, Alizé Lutran. Et Eddy Marajo, je vous laisse finir votre propos. Et puis on va également analyser ce qu'Alizé Lutran venait de dire, que Alfred Marie-Jeanne encourage. J'ai envie de mettre ça à l'envers. J'ai envie de demander à M. Birota ce qu'il pense de cette dernière assertion. Alors, ça reste à confirmer. Je le dirais tout simplement. Vous l'avez entendu ou pas? Je le dirais tout simplement que je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant qu'Alfred Marie-Jeanne aurait... Je découvre cela ici à la télé. Voilà, nous aussi on le découvre. Ça n'a pas l'air de
de surprendre Didier Laguerre. Vous, par contre, ça vous surprend ou Je ça... découvre tout cela, je vous dis, puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut en politique. Aujourd'hui, il est très difficile de prévoir ce que va dire X ou Y. Ça apporte de l'eau, de toute façon, au moulin de ceux qui sont dans votre camp et qui disent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je ne sais pas si ça ne va pas, mais je sais qu'on peut encore améliorer les choses. Très bien. Alors, on va repartir peut-être sur le rôle des sénateurs. Alors, il y a deux choses, il y a trois choses qu'il faut dire. D'abord, le rôle du sénateur est d'abord un rôle de contre-pouvoir dans la situation actuelle, par rapport à une majorité parlementaire de La République En Marche. Donc là, les choses ne vont pas être aussi faciles que ça, bien qu'on ait remarqué que le Sénat a voté majoritairement pour tous les projets de loi qui ont été proposés par le président de la République. Il y a un autre élément, c'est que quand on va vouloir changer, comme Emmanuel Macron l'envisage, la Constitution, là, le Sénat va peser, puisqu'il faut les 3/5 des parlementaires pour pouvoir changer la Constitution. Et comme La République En Marche n'a qu'une vingtaine de sénateurs, et donc pas la majorité au Sénat, Emmanuel Macron va devoir composer pour changer la Constitution sur un certain nombre de choses. Et puis, il va falloir batailler dur pour pouvoir réduire le nombre de sénateurs. Et ça va être difficile. Et puis, il y a un autre élément qui est fondamental, et ça nous concerne directement, c'est que les sénateurs sont les principaux intéressés quand il s'agit de travailler sur des lois qui touchent au territoire, donc aux lois d'organisation du territoire, les lois locales. Et là, les deux sénateurs que nous envoyons au Sénat, comme l'a fait notamment M. Larcher et évidemment Maurice Antiste, vont devoir être extrêmement vigilants sur tout ce qui va toucher à l'organisation des compétences territoriales. Très bien, Heidi. Et nous poursuivons avec l'élection des sénatoriales au national. La majorité présidentielle termine loin de ses objectifs initiaux d'une 60aine de sénateurs, puisqu'au final, ils sont 23 de La République En Marche à avoir été élus. Les Républicains, quant à eux, confortent leur majorité au sein du Sénat avec 147 sièges. Le PS tire également son épingle du jeu avec 71 sièges, ce qui place le parti à la 2e place. Un reportage que nous allons retrouver dans un instant. Avant, on retrouve Edith Veila-Youdon qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Alors, quelle est votre première réaction quant à l'élection de Catherine Conconne et de Maurice Antiste déjà? Je pense que c'est une élection, je dirais, les meilleurs gagnent, hein, donc il faut aussi avoir du fair play. On se rend compte que c'est une élection de parti. Même si nous avons passé de grands oraux devant les grands électeurs, toute une tournée à la Martinique, qui était très belle d'ailleurs. Hein. J'ai pris plaisir à cette tournée des différentes communes. Maintenant, il s'avère que la Martinique, elle est plutôt entrée à gauche, PPM, PNM. Donc non, c'est sans surprise. Et moi, je trouve qu'elle a été quand même assez soft, cette campagne. Et il ne faut pas non plus... dire du mal de la réussite de l'autre. Enfin, je ne suis pas adepte, ce n'est pas mon style. Vous êtes en 6e position sur 11. C'est pas mal pour une première. Oui, surtout que je suis ex-aequo avec le président de la CACEM. Vous avez vu, à 77 voix. Et ensuite, devant M. Bonté, qui est le président des maires, M. je crois, Valère, Valère. Bon, je me dis, c'est quand même pas mal. Hein. On s'en sort pas mal. Et... ça peut être interprété de deux manières. Hein. Vous allez au-delà du nombre théorique de conseillers municipaux dits de droite. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens de gauche qui ont voté pour vous? Peut-être des gens qui n'étaient pas forcément de gauche, des gens qui sont pour l'alternative, des gens qui ont une autre vision de la politique. Je crois que ce qui a été important pour nous dans cette élection-là, c'est que les grands électeurs aient pu voir chaque candidat. Voilà. Donc après, il y a... Et inversement, que chaque candidat ait pu voir chaque grand électeur. Tout à fait. Et aussi, surtout, je veux dire, même s'il y a eu des consignes qui sont données, on ne va quand même pas refaire l'historique politique de la Martinique, mais je crois que la droite aujourd'hui, petit à petit, elle va reconquérir son territoire. En tous les cas, je suis optimiste là-dessus. Et à charge pour nous, aux prochaines élections municipales dans 3 ans, de conquérir vraiment des mairies. C'est quand même assez exceptionnel que vous, à droite, vous donniez l'exemple de l'unité, alors que ce n'était pas une tradition. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je pense qu'aujourd'hui... Personne ne s'est intéressé à cette élection sénatoriale.
Si, tout le monde s'est intéressé. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut enterrer la hache de guerre. Je crois que les gens sont fatigués. Puis je crois que les élections présidentielles et législatives ont donné quand même une certaine leçon de par l'abstentionnisme d'une part, et puis voter de manière forcée M. Macron au deuxième tour, ça vous a coûté, on dirait. Ça m'a coûté énormément. Monsieur Birout a prononcé le mot guerre. Vous employez à nouveau le mot guerre. Ah bon, je trouvais? Oui, enterrer la hache de guerre. Vous venez de le dire. Enterrer, j'ai pas dû faire la guerre. Oui, non, mais bon, si vous enterrez la hache de guerre, c'est qu'elle était déterrée. Et vous faites allusion à quoi? Je fais allusion qu'à un moment donné, quand on regarde les différentes mairies, mais je ne suis pas là pour faire le procès des gens, à un moment donné, il y avait une dizaine de mairies à droite, bon, pour des raisons qui leur sont propres. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre en avant des valeurs. Il en reste combien? 2? Je pense qu'il y en a 2 aujourd'hui. Et puis bon, les gens, il y a eu des sensibilités, je ne dirais pas des susceptibilités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être vraiment dans une bienveillance. Et ça existe en politique. On n'est pas tout le temps... alors peut-être que je prône une autre forme Surtout le mot bienveillance qui fait partie du vocabulaire de M. Macron. Non, mais je ne suis pas macroniste, alors là... Ah oui, ça c'est clair, on l'a bien compris. Mais vous partagez un certain nombre d'idées, parce qu'on a vu que le Sénat a voté un certain nombre de lois, notamment sur la moralisation. Enfin, ils se sont battus, mais ils ont quand même voté. Tout à fait. Ils ont voté un certain nombre de textes, notamment sur les ordonnances. Tout à fait. Vous êtes à droite ou vous êtes macroniste? Non, je ne suis pas macroniste, je reste à droite. Non, ce qu'il faut savoir, je crois qu'il y a quand même le bon sens. Ce que je disais d'ailleurs lors de nos échanges avec les grands électeurs, vous avez un parti qui vous porte. C'est bien parce qu'il faut que vous ayez un parti derrière vous. Après, il y a le bon sens commun. Et je crois que quand une loi, quand elle est votée et qu'elle est faite pour le bien-être d'une majorité de gens, enfin, ce serait quand même, me semble-t-il, stupide au motif qu'on appartient à un parti, qu'on ne puisse pas voter. Et je crois que ça, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, les gens ont besoin de réponses pratiques, les gens ont besoin de choses concrètes, et il faut leur permettre... voilà, donc fini le dogmatisme, le sectarisme, c'est terminé. Ah oui, maintenant c'est pas mon truc. Hein. C'est pas votre truc. Non. Vous êtes nouvelle en politique médiatique. Tout à fait. Probablement pas en politique terrain. Qu'est-ce que vous pensez de l'élection de Catherine Conconne? Ben, moi je pense que c'est une belle victoire. Hein. Elle le mérite. Elle a quand même suffisamment dit et répété qu'elle a de l'ancienneté, bon voilà, qu'elle a mené un certain parcours, elle a une légitimité, c'est quand même, le PPM c'est pas rien, hein. Fort-de-France c'est 120 grands électeurs, si on rajoute un petit peu, allez on met juste le Lamentin, on va pas rajouter les autres, vous voyez ça donne déjà un électorat assez important. Donc je crois que voilà, c'est une élection de parti, il faut l'analyser ainsi. Seulement? Maintenant, je dis que nous, on est un peu à l'inverse à la Martinique. À La Réunion, quand on a regardé les résultats, sur 4 sénateurs, 3 sont de droite. Bon, alors Guadeloupe, ils sont tous à gauche. Bon, bref, c'est avec le retour de Victorin Lorraine. Voilà. Donc ça promet, hein, on verra comment les choses vont se passer. Et puis nous, à la Martinique, on fait le choix d'être à gauche. Peut-être parce que 80% de notre électorat, il est à gauche. Donc la droite a peut-être que 80% de votre électorat de droite a été déçu. Peut-être aussi. Qu'est-ce qu'il faut pour, à nouveau, le séduire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'il faut présenter des gens nouveaux comme vous? Oui, je pense, pas forcément comme moi, mais je pense qu'il faut donner un autre souffle. La politique change, le monde a changé, les concepts ont changé. Donc les candidats doivent changer? Oui, j'en suis persuadée. Et je vais vous dire même, je suis même un peu je défends un peu l'idée qu'il faut faire 2 mandats. Bon, ça choque un peu. Je crois qu'à un moment donné, il y a une usure qui se fait. Et puis la politique use aussi. Hein, M. Birout ne va pas partager cette opinion, certainement. Mais M. Birout, c'est un grand garçon. Il a charge à lui de défendre sa thèse. Moi, je suis passionné, c'est pas la même chose. Les passionnés font plus de 2 mandats, vous l'aurez compris. Oui, j'ai compris. Mais en tous les cas, moi, je suis en politique depuis à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. J'ai accompagné des personnes dans les élections municipales, législatives et sénatoriales. Et je suis très contente. Alors, merci beaucoup. Je vous interromps 2 secondes. On va regarder le direct. Ils sont en direct de la préfecture avec cette ambiance. Donc voilà, une ambiance très festive. Il semblerait que ça soit quand même une ambiance plutôt pro-PPM. Hein. J'aperçois des militants. En même temps, c'est normal. C'est normal. Si c'était nous, ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Ce que je souhaitais, c'est... Oui, vous pouvez continuer. Ce que je souhaitais, c'est avoir votre réaction sur l'élection de Catherine Conconne, mais de la femme. Parce qu'on a eu une femme pour événement historique aux législatives. Là, à nouveau, événement historique
au sénatorial. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la loi de 2001 sur la parité, sur la parité qui imposait ce nombre de femmes en politique, aujourd'hui commence à porter ses fruits. Et elles ont toute leur légitimité d'y aller. Maintenant, la victoire, elle l'a remportée. Quand Catherine Conconne dit aux hommes « libérez vos femmes », qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-les sortir. Vous pensez vraiment que les femmes ici ne sortent pas, elles ne sont pas libérées? Non, mais en politique. Oui, mais est-ce que les femmes elles-mêmes aussi, elles ont... C'est à vous que je pose la question. Non, est-ce qu'elles ont vraiment envie d'y aller? C'est à vous que je pose la question. Moi, en ce qui me concerne, moi j'y vais. Mais vous connaissez des femmes autour de vous. Est-ce qu'elles ont vraiment envie d'y aller? Est-ce que ça ne va pas leur servir d'exemple? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout l'intérêt justement de cette campagne-là, c'est que permettre que les femmes, elles peuvent, dans toutes les élections, elles peuvent se présenter. Et parce qu'elles représentent quand même 54% du corps électoral. Qu'est-ce qu'elles attendent pour, en étant majoritaires parmi les électrices, devenir majoritaires parmi les candidates? Sauf que vous avez oublié un détail, c'est que les familles monoparentales, elles sont plus que nombreuses à la Martinique. Oui, c'est 60%. Voilà, donc je n'ai pas osé vous l'annoncer. Et je crois qu'il faut qu'elles mènent quand même de front une vie de famille, une carrière, une mission professionnelle. Et la politique, ça prend du temps. Surtout qu'il n'y a pas de papa. Quoi. Voilà, il n'y a pas de papa. Donc, enfin, aussi, ils sont quand même là, les papas. Oui, mais dans une famille monoparentale, il n'y a pas de papa. Ils sont là. Mais en tous les cas, ce n'est pas eux qui vont encourager les mères de leurs enfants à y aller. Donc, je pense que la conjoncture sociale et familiale de la femme à la Martinique... est un obstacle. Voilà, c'est un obstacle, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ose espérer que au municipal de 2020, qu'on aura quelques femmes têtes de liste dont vous communes. Peut-être, je ne sais pas encore. Vous savez, dans 3 ans, je vais avoir 57 ans, on va réfléchir quand même à tout ça. Très bien, donc je rappelle que nous sommes en direct dans cette édition spéciale consacrée au sénatorial. Je vous rappelle les résultats. C'est Catherine Conconne qui a été élue avec Maurice Antiste. Nous attendons les résultats définitifs, c'est-à-dire les chiffres qui ne sont pas encore tombés. On va retrouver dans un instant Alizé Lutran dès qu'elle aura les chiffres. En attendant, je vous propose de revoir ce reportage dont je vous parlais tout à l'heure avec les Républicains qui ont conforté leur majorité au sein du Sénat avec 147 sièges. Le PS qui tire également son épingle du jeu avec 71 sièges, ce qui le place le parti à la 2e place. Et puis au final, le parti Les Républicains en marche, La République en marche, pardon, est arrivé avec 23 élus. Voyez ce reportage de nos confrères de TF1. C'est donc la dernière place forte qui résiste à Emmanuel Macron. Le Sénat était à droite ce soir, il reste à droite. Les Républicains, grands gagnants, obtiennent même des résultats au-delà de leurs espérances, environ 160 sièges sur 348 ce soir. Gérard Larcher, président du Sénat depuis 3 ans, est donc quasiment assuré d'être réélu à ce poste début octobre. C'est la voix des territoires qui s'est exprimée. Ils ont clairement affiché leur volonté de voir exister un contre-pouvoir parlementaire indispensable à mes yeux. Parmi les grands électeurs qui ont voté aujourd'hui, beaucoup d'élus locaux de la droite et du centre, souvent en colère contre Emmanuel Macron. Récemment, plusieurs annonces les ont braqués, comme la baisse des dotations aux collectivités territoriales ou la diminution des emplois aidés. Pour La République en marche, c'est la déconvenue. Avant l'été, l'Élysée rêvait de faire basculer la majorité sénatoriale. Il n'en est rien avec 20 à 25 sénateurs selon les estimations actuelles. Alors ce soir, les amis du président tentent d'éviter que cela soit interprété comme une défaite pour Emmanuel Macron. Ce scrutin ne reflète pas exactement la sensibilité des Français par rapport à la politique du gouvernement. Les socialistes, eux, maintiennent leur position et s'en félicitent. Nous avions une base électorale avec beaucoup d'élus locaux, mais au bout du compte, je ne sais pas combien nous allons être, autour de 70, et c'est un bon résultat dans une défaite, parce que nous avons perdu des sièges, évidemment, mais c'était prévu. Le FN, de son côté, n'a aucun nouveau sénateur. Le jeu des alliances va maintenant commencer et une 50aine d'élus n'ont pas encore décidé ce soir à quel groupe ils se rattacheront. Ils ont une semaine pour trancher. Alors Eddy, comment peut-on interpréter ces mauvais résultats de La République en marche? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de grands électeurs pour les élire, ou plutôt parce que la majorité des maires sont contre la suppression des contrats aidés mis en place par Emmanuel Macron? Bon, il y a déjà comme élément de réponse le mode de scrutin. On l'a rappelé à nos téléspectateurs, ce sont des élus déjà en place
et qui ont été élus bien avant que apparaisse sur la scène politique La République En Marche, et qui, à mon avis, n'ont guère changé d'opinion. Alors, surtout que leur opinion a dû être ancrée dans un positionnement anti-Macron pour plusieurs raisons. La disparition de la taxe d'habitation, la réduction du nombre des emplois aidés et la réduction de la dotation de fonctionnement des villes. Donc tout ça, c'est des mesures budgétaires, de restrictions budgétaires qui ne vont pas aider à la situation locale. Et évidemment, les élus locaux ne vont pas voter pour quelqu'un qui leur promet des lendemains qui déchantent. Bon, et puis il y a un autre élément majeur, c'est que on est plutôt dans une situation de résistance globale par rapport à des changements qui vont aller très très vite. Et bien évidemment, comme vous le savez, le Sénat veut jouer son rôle de contre-pouvoir, parce que ce n'est pas lui qui décide en finale. Ce sont les députés qui décident. Et là, Macron nous invite à un rythme de changement et de réformes extrêmement accélérés qui vont mettre en péril un certain nombre de positions électorales, notamment la réduction du nombre de sénateurs. Et là, évidemment, tout ça, mis bout à bout, ne pousse guère un grand électeur à voter pour Macron. Très bien. Et vous, Madame Velayudon, quelle est votre réaction suite aux bons résultats, par contre, des Républicains dans l'Hexagone national? Bon, nous ne sommes pas surpris parce que nous avons très peu de sièges, enfin moins de 50% qui étaient à renouveler. Sur les 142 sièges, il y en avait 53. Alors c'est vrai, pour toutes les raisons que vous venez de citer, il devient impopulaire, hein, ça c'est clair. Mais il faut savoir, et vous l'aviez rappelé, le Sénat n'a pas pour mission de s'opposer au gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Par contre, elle peut être force de proposition. Alors vous pensez bien, alors la nuance, c'est vraiment dans les mots, et je pense que on termine un cycle électoral là, puisque c'est la dernière élection. C'était vraiment la dernière carte à jouer pour montrer qu'il ne peut pas avoir... voilà, toutes les institutions ne peuvent pas être autour de lui et à charge maintenant pour le gouvernement de travailler et puis d'être aussi à l'écoute des citoyens parce que, bon, on ne peut pas non plus descendre dans la rue tous les 3 mois, ce n'est pas possible. Enfin, il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que l'impopularité de Macron, elle est là, elle réside dans un corps électoral d'élus. Il n'est pas sûr que ça puisse se traduire directement en termes d'élections, parce que les prochaines élections à venir, ce sont les municipales, et on a vu que Hollande avait perdu les municipales, il avait perdu les cantonales à l'époque, ça n'a pas empêché au gouvernement Hollande de continuer jusqu'au bout. Pour mettre en péril un gouvernement, il faut qu'il perde sa majorité à l'Assemblée, et ce sera compliqué, sauf... coup d'État. Cataclysme. Faisons maintenant un point sur les élections qui ont eu lieu en Guadeloupe maintenant. Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Dominique Théophile sont les nouveaux élus qui représenteront l'île Sœur au Sénat. Alors, pour rappel, les 3 sénateurs sortants, Jacques Gillot, Jacques Cornano et Félix Desplans, ne se sont pas représentés. Alors, Eddy, après sa défaite aux législatives, Victorin Lurel revient bien vite sur le devant de la scène politique. Alors, il n'a pas été battu aux législatives, il a laissé passer son tour aux législatives, il a présenté une jeune candidate qui a été élue, il a surtout été battu aux élections régionales. Régionales, pardon, oui. Et par contre, là, pour lui, c'est un choix bon, pas très complexe à opérer, parce qu'il a une majorité socialiste de grands électeurs en Guadeloupe. D'ailleurs, les 3 candidats sont de la même mouvance, la même famille. C'est ce qui permet notamment au Parti socialiste, entre autres, de mieux résister qu'il ne l'imaginait au niveau national. Victorin Lurel revient, ça veut dire que votre souhait de 2 mandats a complètement explosé. Parce que, oui, voyez, alors, sauf si la population décide autrement, puisque la population lui a dit 2 mandats à la région, ça suffisait. Il a perdu son 3e mandat. Très bien, merci à vous, Eddy. Alors, on va retrouver tout de suite Alizé Lutran qui est en compagnie de Catherine Conconne, qui, je vous le rappelle, est la première femme sénatrice en Martinique. Alizé, dites-nous tout. Ici, on attend toujours les résultats définitifs. Ils ne sont pas encore tombés, mais je suis avec Catherine Conconne, la sénatrice de Martinique. Madame Conconne, tout d'abord, un mot sur cette journée électorale sous tension, quand même, il faut le dire.
Oui, plus ou moins. Bon, on a connu pire en matière de tension. Donc, c'est vrai que aller au deuxième tour pour 2 voix, ça interrompt une journée qui s'annonçait très belle dès le midi. Mais bon, nous sommes des gens courageux, nous sommes au travail. Donc, nous étions sûrs de notre démarche, nous étions sûrs du bien fondé de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle, qui a fait un formidable boulot à la Martinique entre 2010 et 2015, aussi bien au Conseil général qu'à la région. Donc, nous croyons dans cette alliance, nous croyons qu'elle peut porter du beau, du neuf et du bien à la Martinique. Et je crois que c'est un beau signe de reconnaissance qui nous est fait ce soir des conseillers municipaux, c'est l'essentiel de l'électorat, qui ont reconnu en nous des gens sérieux, des gens valables, des gens au travail et qui en veulent pour leur pays. Alors le Sénat est majoritairement représenté par la droite. Comment allez-vous composer avec ces élus? Comment ferez-vous? Mais nous ferons de notre mieux, nous aurons un groupe. Vous savez, moi, je ne suis pas femme de compromis douteux ni de compromission. Donc, je ferai avec le cap qui est le mien, avec toujours en boussole l'intérêt de mon pays. S'il y a de bonnes mesures qui sont prises, quel que soit le bord de l'Assemblée, eh bien, on me trouvera. Mais quand elles ne sont pas bonnes et qu'elles ne vont pas dans le sens de l'intérêt et de l'émancipation et du bonheur de mon peuple, eh bien, je m'élèverai contre. Et puis, de toute façon, le Sénat, c'est pas seulement l'hémicycle. Il y a un énorme travail à faire et je compte beaucoup développer tous les réseaux, tous les lobbies. Notre pays est jeune, il n'a que 169 ans. Il faut qu'on puisse tirer le maximum pour l'aider à se construire, défaire les freins, alléger les règlements pour nous permettre d'être un peuple en construction. Justement, quelles seront vos priorités ? Alors les priorités, j'ai une priorité qui me tient beaucoup à cœur. Il faut que nous puissions écrire avec l'État, mais aussi avec tous les élus de la Martinique, un plan de repeuplement du pays qui arrête cette démographie qui s'affole vers le bas et qui nous fait perdre entre 3 500 et 4 000 personnes par an. Donc il faut arrêter ça. L'État avait mis à l'époque le BUMIDOM en place. Eh bien, il faut qu'il y ait un BUMIDOM retour, que les personnes qui ont passé des concours en France puissent être mutées rapidement en Martinique, parce qu'à moins 4 000 personnes, eh bien, notre peuple est appelé à extinction assez rapidement. Alors justement, on l'entend derrière nous, les résultats définitifs, on vous garde avec nous, justement, vont être divulgués. Restez avec nous quelques instants, on reste avec vous. Nombre d'enveloppes ou bulletins annulés, 16. Nombre de suffrages exprimés, 793. Majorité absolue, 397. Monsieur Antiste a recueilli 387 votes. Madame Conconne a recueilli 464 votes. Monsieur Bonté a recueilli 30 votes. Monsieur Paquit a recueilli 315 votes. Monsieur Birota, a recueilli 204 votes. Madame Velayoudon a recueilli 44 votes. Et Monsieur Valère a recueilli 16 votes. En conséquence, et au vu de ces résultats, sont déclarés élus en qualité de sénateurs Madame Conconne avec comme suppléant Monsieur Écanville et Monsieur Antiste avec comme suppléante Madame Patron. Voilà donc pour ces résultats définitifs. Vous venez de les entendre en même temps que moi. Voilà donc pour la fin de cette journée électorale riche en émotions. Merci à vous, Alizé Lutran. Donc, je rappelle rapidement les résultats. Catherine Conconne a été élue, elle est passée en tête avec 464 voix. Maurice Antiste, 387 voix. Yvon Paquit, 315 voix. Belfort Birota, 204 voix. Edith Velayoudon, 44 voix. Et Maurice Bonté, 30 voix. Non, Éric Valère. Éric Valère, pardon, 30 voix, d'accord, j'avais mal entendu. Non, vous avez raison. Bonté 30 voix et Éric Valère 16 voix. Maurice Bonté d'ailleurs, je dis Éric Bonté, c'est Maurice Bonté. Alors Edith, comment peut-on analyser, maintenant qu'on a les chiffres devant nous, comment on peut analyser les tractations de ce second tour? Les tractations, apparemment, il y en a eu, puisque M. Paquit est passé brutalement donc, de 197 voix à 315 voix. Donc forcément, ces voix sont venues du camp du MIM et Patriotes et RDM. Monsieur Birota a fait un bond
assez spectaculaire. Il passait à 204 voix, donc là, c'est plus logique. Mais très clairement, il semblerait que les mots d'ordre qui auraient été donnés à voter pour M. Pakit ont marché, puisqu'il est passé donc de 197 à 315 voix, un peu plus de 100 voix entre le premier et le deuxième tour. Mais bon, très clairement, ce qu'on peut dire, c'est que les consignes classiques de vote à EPMN ont fonctionné à la fois pour Catherine Conconne et pour M. Antiste, puisque EPMN revendiquait 497. Donc Catherine Conconne n'en est pas loin, puisqu'à 464. Maurice Antiste est un peu plus loin, mais ça a suffi, puisque ça se joue de toute façon au nombre de voix et non plus un pourcentage des exprimés au deuxième tour. Très bien. Et vous, Madame Velayoudon, quelle est votre analyse de ces chiffres qui viennent de tomber? Parce que vous avez perdu pas mal de voix finalement. Oui, j'ai perdu à peu près, j'étais à 77 et je suis à 44, donc à peu près 33 voix. Donc moi je pense que ce qui s'est joué dans cette élection, ça a été vraiment une élection de parti. Bon, c'est tant mieux, parce que ça montre bien que les militants... Ça, c'est traditionnel. Oui, ça dépend, ça dépend. Vous pouvez avoir des surprises. Et je crois que bon, les militants sont restés fidèles à leur parti, donc tout est à leur honneur. Aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que une élection se joue avec une candidature, avec un parti ou avec un programme? Donc il faut qu'on puisse reposer les choses, même à notre niveau. C'est compliqué au sénatorial d'avoir un programme, puisque... Vous êtes tout seul face aux grands électeurs. Non, je crois que ce n'est pas compliqué. Je crois qu'il faut faire la politique autrement. Il ne faut pas y aller parce qu'on a une étiquette politique. Il faut y aller parce qu'on défend des idées, parce qu'on est capable de porter des projets. Et d'ailleurs, ceux qu'on a défendus tout au long de cette campagne, s'il y a des candidats qui veulent les porter, qui ont un intérêt pour la Martinique, il n'y a aucun problème qu'on puisse leur donner le dossier du gré à moudre pour qu'ils puissent pouvoir faire voter ces différents dispositifs que l'on souhaite pour la Martinique. Moi, je crois que ce qui est important, là, dans cette élection, c'est que nous, d'abord chez les Républicains, nous avons un vrai travail de terrain à faire. Mais quels Républicains? J'ai envie de vous poser la question parce que votre mouvement a explosé carrément. Il a explosé, mais il va se reconstruire. Mais vous êtes dans quel groupuscule? Parce qu'on a du mal à savoir qui sont les Républicains. Alors déjà, je suis au bureau, d'accord. Oui. Notre chef de parti, c'est Fred Michel Thirault. Là, vous parlez de la situation locale. Qui est à peu près stable. Tout à fait. Par contre, au national, ça a explosé. À quel sens faut-il se vouer? Alors ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va forcément regarder les programmes des uns et des autres. Et les élections internes qu'il va y avoir en décembre, je crois que c'est ça qui va nous donner le là pour les fédérations qui sont à la fois dans l'Hexagone et dans nos îles. Voilà. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de vous être exprimé sur notre plateau. Et puis merci à vous, Eddy Marajo. Merci de m'avoir invité, Sabrina. De nous avoir accompagnés toute cette soirée. Donc c'est la fin de cette édition spéciale consacrée au sénatorial. Je vous rappelle que Catherine Conconne est la première femme sénatrice de la Martinique puisqu'elle a été élue avec 464 voix, suivie de Maurice Antiste qui a été élu avec 387 voix. Ce sont donc les deux nouveaux sénateurs de la Martinique. Prochain rendez-vous avec l'actualité locale demain à 18h50 pour les titres où je vais vous retrouver. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et à demain.